22e section des scènes de la vie privée, tome 1, La Vendetta. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, La Vendetta, par Honoré de Balzac, 22e section. Proscrire un homme si jeune, qui donc peut-il être, car ce n'est pas le maréchal Ney? Ces deux phrases sont l'expression la plus simple de toutes les idées que Ginevra commenta pendant 2 jours. Le surlendemain, malgré sa diligence pour arriver la première à l'atelier, elle y trouva mademoiselle Thirion qui s'y était fait conduire en voiture. Ginevra et son ennemie s'observèrent longtemps, mais elles se composèrent des visages impénétrables l'une pour l'autre. Amélie avait vu la tête ravissante de l'inconnu, mais heureusement et malheureusement tout à la fois, les aigles et l'uniforme n'étaient pas placés dans l'espace que la fente lui avait permis d'apercevoir. Elle se perdit alors en conjectures. Tout à coup, Servin arriva beaucoup plus tôt qu'à l'ordinaire. Mademoiselle Ginevra, dit-il après avoir jeté un coup d'œil sur l'atelier, pourquoi vous êtes-vous mise là? Le jour est mauvais. Approchez-vous donc de ces demoiselles et descendez un peu votre rideau. Puis il s'assit auprès de Laure, dont le travail méritait ses plus complaisantes corrections. Comment donc? S'écria-t-il. Voici une tête supérieurement faite. Vous serez une seconde Ginevra. Le maître alla de chevalet en chevalet, grondant, flattant, plaisantant et faisant, comme toujours, craindre plutôt ses plaisanteries que ses réprimandes. L'Italien n'avait pas obéi aux observations du professeur et restait à son poste avec la ferme intention de ne pas s'en écarter. Elle prit une feuille de papier et se mit à croquer à la sépia la tête du pauvre reclus. Une œuvre conçue avec passion porte toujours un cachet particulier. La faculté d'imprimer aux traductions de la nature ou de la pensée des couleurs vraies constitue le génie, et souvent la passion en tient lieu. Aussi, dans la circonstance où se trouvait Ginevra, l'intuition qu'elle devait à sa mémoire vivement frappée, ou la nécessité peut-être, cette mère des grandes choses lui prêta-t-elle un talent surnaturel. La tête de l'officier fut jetée sur le papier au milieu d'un tressaillement intérieur qu'elle attribuait à la crainte, et dans lequel un physiologiste aurait reconnu la fièvre de l'inspiration. Elle glissait de temps en temps un regard furtif sur ses compagnes, afin de pouvoir cacher le lavis en cas d'indiscrétion de leur part. Malgré son active surveillance, il y eut un moment où elle n'aperçut pas le lorgnon que son impitoyable ennemi braquait sur le mystérieux dessin en s'abritant derrière un grand portefeuille. Mademoiselle Thirion, qui reconnut la figure du proscrit, leva brusquement la tête, et Ginevra serra la feuille de papier. Pourquoi êtes-vous donc restée là malgré mon avis, mademoiselle? Demanda gravement le professeur à Ginevra. L'écolière tourna vivement son chevalet de manière que personne ne pût voir son lavis, et dit d'une voix émue, en le montrant à son maître, « Ne trouvez-vous pas comme moi que ce jour est plus favorable? Ne dois-je pas rester là ?» Servin pâlit. Comme rien n'échappe aux yeux perçants de la haine, mademoiselle Thirion se mit pour ainsi dire entière dans les émotions qui agitèrent le maître et l'écolière. « Vous avez raison, dit Servin, mais vous en saurez bientôt plus que moi, ajouta-t-il en riant forcément. Il y eut une pause pendant laquelle le professeur contempla la tête de l'officier. « Ceci est un chef-d'œuvre digne de Salvator Rosa, s'écria-t-il avec une énergie d'artiste. À cette exclamation, toutes les jeunes personnes se levèrent, et mademoiselle Thirion accourut avec la vélocité du tigre qui se jette sur sa proie. En ce moment, le proscrit, éveillé par le bruit, se remua. Ginevra fit tomber son tabouret, prononça des phrases assez incohérentes et se mit à rire. Mais elle avait plié le portrait et l'avait jeté dans son portefeuille avant que sa redoutable ennemie eût pu l'apercevoir. Le chevalet fut entouré. Servin détailla à haute voix les beautés de la copie que faisait en ce moment son élève favorite, et tout le monde fut dupe de ce stratagème, moins Amélie qui, se plaçant en arrière de ses compagnes, essaya d'ouvrir le portefeuille où elle avait vu mettre le lavis.
Ginevra saisit le carton et le plaça devant elle sans mot dire. Les deux jeunes filles s'examinèrent alors en silence. Allons, mesdemoiselles, à vos places, dit Servin. Si vous voulez en savoir autant que mademoiselle de Piombo, il ne faut pas toujours parler modes ou bals et baguenauder comme vous faites. Quand toutes les jeunes personnes eurent regagné leur chevalet, Servin s'assit auprès de Ginevra. Ne valait-il pas mieux que ce mystère fût découvert par moi que par une autre dit l'italienne en parlant à voix basse. Oui, répondit le peintre, vous êtes patriote, mais ne le fussiez-vous pas, ce serait encore vous à qui je l'aurais confié. Le maître et l'écolière se comprirent, et Ginevra ne craignit plus de demander qui est-ce. L'ami intime de Labédoyère, celui qui, après l'infortuné colonel, a contribué le plus à la réunion du 7e avec les grenadiers de l'île d'Elbe. Il était chef d'escadron dans la garde et revient de Waterloo. Comment n'avez-vous pas brûlé son uniforme, son shako, et ne lui avez-vous pas donné des habits bourgeois dit vivement Ginevra. On doit m'en apporter ce soir. Vous auriez dû fermer notre atelier pendant quelques jours. Il va partir. Il veut donc mourir dit la jeune fille. Laissez-le chez vous pendant le premier moment de la tourmente. Paris est encore le seul endroit de la France où l'on puisse cacher sûrement un homme. Il est votre ami demanda-t-elle. Non, il n'a pas d'autre titre à ma recommandation que son malheur. Voici comment il m'est tombé sur les bras. Mon beau-père, qui avait repris du service pendant cette campagne, a rencontré ce pauvre jeune homme et l'a très subtilement sauvé des griffes de ceux qui ont arrêté Labédoyère. Il voulait le défendre, l'insensé. C'est vous qui le nommez ainsi s'écria Ginevra, en lançant un regard de surprise au peintre qui garda le silence un moment. Mon beau-père est trop espionné pour pouvoir garder quelqu'un chez lui, reprit-il. Il me l'a donc nuitamment amené la semaine dernière. J'avais espéré le dérober à tous les yeux en le mettant dans ce coin, le seul endroit de la maison où il puisse être en sûreté. Si je puis vous être utile, employez-moi, dit Ginevra. Je connais le maréchal Feltre. Eh bien, nous verrons, répondit le peintre. Cette conversation dura trop longtemps pour ne pas être remarquée de toutes les jeunes filles. Servin quitta Ginevra, revint encore à chaque chevalet et donna de si longues leçons qu'il était encore sur l'escalier quand sonna l'heure à laquelle ses écolières avaient l'habitude de partir. Vous oubliez votre sac, mademoiselle Thirion, s'écria le professeur en courant après la jeune fille qui descendait jusqu'au métier d'espion pour satisfaire sa haine. La curieuse élève vint chercher son sac en manifestant un peu de surprise de son étourderie, mais le soin de Servin fut pour elle une nouvelle preuve de l'existence d'un mystère dont la gravité n'était pas douteuse. Elle avait déjà inventé tout ce qui devait être et pouvait dire comme l'abbé Vertot « Mon siège est fait ». Elle descendit bruyamment l'escalier et tira violemment la porte qui donnait dans l'appartement de Servin, afin de faire croire qu'elle sortait, mais elle remonta doucement et se tint derrière la porte de l'atelier. Quand le peintre et Ginevra se crurent seuls, il frappa d'une certaine manière à la porte de la mansarde qui tourna aussitôt sur ses gonds, rouillés et criards. L'italienne vit paraître un jeune homme grand et bien fait, dont l'uniforme impérial lui fit battre le cœur. L'officier avait un bras en écharpe, et la pâleur de son teint accusait de vives souffrances. En apercevant une inconnue, il tressaillit. Amélie, qui ne pouvait rien voir, trembla de rester plus longtemps, mais il lui suffisait d'avoir entendu le grincement de la porte. Elle s'en alla sans bruit. Ne craignez rien, dit le peintre à l'officier. Mademoiselle est la fille du plus fidèle ami de l'empereur, le baron de Piombo. Le jeune militaire ne conserva plus de doute sur le patriotisme de Ginevra après l'avoir vue. Vous êtes blessée, dit-elle. Oh, ce n'est rien, mademoiselle, la plaie se referme. En ce moment, les voix criardes et perçantes des colporteurs arrivèrent jusqu'à l'atelier. Voici le jugement qui condamne à mort. Tous trois tressaillirent. Le soldat entendit le premier un nom qui le fit pâlir. Labédoyère, dit-il en tombant sur le tabouret. Ils se regardèrent en silence. Des gouttes de sueur se formèrent sur le front livide du jeune homme. Il saisit d'une main, et par un geste de désespoir, les touffes noires de sa chevelure, et appuya son coude sur le bord du chevalet de Ginevra. Après tout, dit-il en se levant brusquement, Labédoyère et moi, nous savions ce que nous faisions.
nous connaissions le sort qui nous attendait après le triomphe comme après la chute. Il meurt pour sa cause, et moi je me cache. » Il alla précipitamment vers la porte de l'atelier, mais plus leste que lui, Ginevra s'était élancée lui embarrer le chemin. « Rétablirez-vous l'empereur, dit-elle. Croyez-vous pouvoir relever ce géant quand lui-même n'a pas su rester debout ? » « Que voulez-vous que je devienne ? » dit alors le proscrit en s'adressant aux deux amis que lui avait envoyés le hasard. « Je n'ai pas un seul parent dans le monde. L'abbé de Hier était mon protecteur et mon ami. Je suis seul. Demain je serai peut-être proscrit ou condamné. Je n'ai jamais eu que ma paye pour fortune. J'ai mangé mon dernier écu pour venir arracher l'abbé de Hier à son sort et tâcher de l'emmener. La mort est donc une nécessité pour moi. Quand on est décidé à mourir, il faut savoir vendre sa tête au bourreau. Je pensais tout à l'heure que la vie d'un honnête homme vaut bien celle de 2 traîtres, et qu'un coup de poignard bien placé peut donner l'immortalité. » Cet accès de désespoir effraya le peintre et Ginevra elle-même, qui comprit bien le jeune homme. L'italienne admira cette belle tête et cette voix délicieuse dont la douceur était à peine altérée par des accents de fureur. Puis elle jeta tout à coup du baume sur toutes les plaies de l'infortuné. « Monsieur, dit-elle, quant à votre détresse pécuniaire, permettez-moi de vous offrir l'or de mes économies. Mon père est riche, je suis son seul enfant, il m'aime, et je suis bien sûr qu'il ne me blâmera pas. Ne vous faites pas scrupule d'accepter. Nos biens viennent de l'empereur. Nous n'avons pas un centime qui ne soit un effet de sa munificence. N'est-ce pas être reconnaissant que d'obliger un de ses fidèles soldats ? Prenez donc cette somme avec aussi peu de façon que j'en mets à vous l'offrir. Ce n'est que de l'argent, ajouta-t-elle d'un ton de mépris. Maintenant, quant à des amis, vous en trouverez. » Là, elle leva fièrement la tête, et ses yeux brillèrent d'un éclat inusité. « La tête qui tombera demain devant une 12aine de fusils sauve la vôtre, reprit-elle. Attendez que cet orage passe, et vous pourrez aller chercher du service à l'étranger, si l'on ne vous oublie pas, ou dans l'armée française, si l'on vous oublie. » Fin de la 22e section.